Eh ben, je vous propose de débuter cette conférence de presse. Alors, bien évidemment, autour des Gilets jaunes, qui envahit toute l'actualité aujourd'hui. Dans un entretien que j'ai accordé cet été au journal Rivarol, j'avais conclu mes propos par une formule « Il est urgent de sonner l'heure de la révolte ». Quand je tenais ces propos cet été, j'étais loin de m'imaginer qu'à la rentrée, qu'au mois de novembre, eh bien, nous allions assister à une révolte grandeur nature du peuple central, du peuple français historique, je dirais. La révolte des Gilets jaunes est révélateur d'un profond malaise, d'une crise qui s'est installée, mais qui remonte, selon moi, aux années 2003, quand le non à la Constitution européenne l'avait emporté, et que 2 ans après, Sarkozy avait fait passer le traité d'Amsterdam par la voie parlementaire et par l'accord de député Godillot. Les Français se sont sentis trahis et humiliés à ce moment-là, et depuis le grand vase de la société française se remplit goutte à goutte à mesure des scandales de toutes sortes, dont un des plus symboliques, c'est celui de Cazeneuve, de la crise financière, des émeutes de banlieue, souvenez-vous, la Marseillaise sifflée dans les stades de football. Peu à peu, il n'y a rien qui différencie une goutte qui succède à une autre goutte. Sauf que la dernière des gouttes, celle de l'augmentation importante des taxes sur le carburant, et notamment sur le diesel, alors que les gouvernements successifs nous avaient répété à l'envi qu'il fallait adopter le diesel qui était moins polluant, et à mesure que donc cette taxe carbone s'applique, eh bien le vase a totalement débordé. Ce qui n'a pas été noté avec cette révolte des Gilets jaunes, c'est que c'est une révolte, c'est une contestation du système et du modèle qui est proposé par tous les gouvernements successifs, qui est, pour résumer, la société de consommation. C'est-à-dire qu'on a dit aux Français que pour accéder au bonheur, il fallait accumuler les richesses. Et comme aujourd'hui, les richesses deviennent rares, eh bien, le peuple est parcouru d'une forme de désespoir. Et c'est ce qui est la marque aussi de cette révolte des Gilets jaunes, c'est que quand vous parlez à ceux qui occupent les ronds-points, ceux qui font l'âme du mouvement, ceux qui expriment cette colère, eh bien, c'est un mouvement qui est assez triste, qui est très désespéré, et qui donc marque la faillite d'un modèle de société qui est un modèle essentiellement de consommation. Vous savez, il y a cette formule célèbre, et qui pour moi est très juste, et qui dit que la patrie, la nation, la France, est la richesse et le bien qui reste à ceux qui n'ont plus rien. Et bien aujourd'hui, nous avons un système, un gouvernement qui nous a privés de richesse et qui nous a dépossédés de notre patrie. Et cette révolte des Gilets jaunes rentre dans ce cadre-là. C'est un mouvement qui est né aussi de l'arrogance du pouvoir, parce que ça fait des années que nous avons l'habitude des mensonges en tout genre du système, mais ça avait un peu commencé sous Hollande qui
et sa compagne nous l'avait révélé dans son livre, traiter le peuple français de celui qui travaille de sang dents. Avec Macron, on a atteint un record d'arrogance, un record de mépris, car il incarne bien ces prédateurs financiers, il incarne bien cet état profond qui s'est installé en France aujourd'hui. Parce qu'on parle souvent d'état profond aux États-Unis, mais il y a un état profond en France qui est l'état énarchique et qui s'est installé peu à peu à mesure qu'on assistait à l'affaissement du politique, à travers entre autres le mandat présidentiel qui a été réduit de 7 ans à 5 ans. Donc les politiques passent, de droite comme de gauche, mais le système énarchique, le système politico-médiatico-financier, lui, reste. Macron, en pur produit de la banque Rothschild, symbolise bien cet état profond, symbolise bien ce système, et toutes ces petites phrases, que ça soit le pognon de dingue, que ça soit les Gaulois réfractaires, que ça soit le fait la détresse des chômeurs et du manque de travail en France et dans notre pays, répondent qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un travail. C'est toute cette arrogance qui a fait déborder le vase dont je parlais, le vase de la colère, qui est rempli et qui s'exprime aujourd'hui à travers les gilets jaunes. Il y avait aussi les fainéants, souvenez-vous, les illettrés. C'est vraiment une forme de gouvernance qui est celle du mépris et qui a favorisé cette révolte. Ce qui est notable dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y a une rupture profonde. C'est qu'il démontre, il dénote, il est l'illustration d'une fracture importante, du fossé qui s'est créé entre les élites, le pays légal et le peuple français. Je vous prendrai deux exemples à la fois cette arrogance et du détachement qu'ont les élites par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, auxquels est confronté le peuple français. Quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé et que le premier rassemblement, les premiers rassemblements se sont faits, il y a eu cette irruption de colère, ce jour de colère du 17 novembre, eh bien, Macron, la semaine qui a suivi, au lieu de recevoir des membres du Gilet jaune, au lieu de montrer qu'il a pris la mesure de cette colère, eh bien, n'a rien trouvé de mieux que de recevoir les organisations LGBT à l'Élysée. Anne Hidalgo, à Paris, au moment où donc des grandes manifestations traversaient Paris, elle n'a rien trouvé de mieux aussi que d'aller en Israël pour inaugurer une statue à la mémoire de Dreyfus à Tel Aviv. Vous voyez bien quelles sont les préoccupations du pouvoir. Et les Français le sentent au plus profond d'eux-mêmes. C'est qu'ils ont un gouvernement, ils ont des hommes politiques, ils ont des syndicats qui ne sont plus à l'écoute de leur malaise, à l'écoute de leurs problèmes, mais à des gouvernants, des politiques, des syndicats, qui sont phagocytés par des minorités, que ce soit la minorité LGBT, que ce soit la minorité, certaines minorités communautaires, qui sont plus soucieux d'organiser une immigration, hein, puisque l'immigration a été financée, organisée, défendue, promue, soutenue par tous ces gouvernements qui se sont succédés de droite comme de gauche. Donc aujourd'hui, c'est net. Les Français en colère voient bien
que le système est plus préoccupé de l'étranger que de ses propres enfants. C'est tout ce décalage, si vous voulez, qu'exprime cette colère des Gilets jaunes. Et puis il y a aussi une faillite de la représentation nationale. C'est-à-dire que la Ve République est une forme de monarchie républicaine. C'est une institution très particulière, mais qui considère le chef de l'État et le président de la République comme un monarque. Et ce que les Français ne se reprochent pas à eux-mêmes, ils le reprochent à celui qui devrait les représenter. Et par exemple, l'image dégradante de ce groupe LGBT qui remuait ses fesses lors de la fête de la musique à l'Élysée, eh bien c'est très très mal placé. Ces groupes de musique, si on peut appeler ça de la musique, je serais plus critique avec ça, mais bon, c'est un autre problème, ont plus leur place dans les boîtes de nuit ou dans ce qu'on appelle le background des villes que d'une représentation officielle à l'Élysée qui plus est. Donc on a beaucoup parlé aussi de Macron qui s'est affiché avec des braqueurs qui sur une fameuse photo faisait, je crois que c'était à Saint-Domingue, faisait un doigt d'honneur. Si vous voulez, tout cela, les Français ne pardonnent pas à celui qui est l'image, leur image, notre image, l'image de la France à l'étranger. Donc ce gouvernement, qui est un gouvernement du mépris et de l'arrogance, qui est un gouvernement qui défend des intérêts qui ne sont pas les nôtres, des intérêts de la communauté nationale, qui défend les intérêts des prédateurs financiers, qui défend les intérêts des banquiers voraces, eh bien, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Et la révolte des Gilets jaunes, c'est cette expression. C'est l'expression d'une colère latente qui ne demandait qu'à s'exprimer. C'est le réveil de la vraie France, du pays réel qui a été depuis des décennies asphyxié, dépouillé de son histoire, moqué et délaissé par les institutions. Les souffrances du peuple sont la conséquence d'une politique de destruction des nations européennes par l'appauvrissement généralisé, l'asservissement des masses et l'invasion migratoire qui provoque un génocide ethnique des Français et même des Blancs. Si les premières revendications étaient économiques, la contestation s'est transformée en révolte et les Gilets jaunes aspirent désormais à une véritable révolution. Il est temps de renverser ce système corrompu qui n'a que trop duré. Donc, si vous voulez, on parle beaucoup de récupération politique des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes nous dépassent tous. Ils sont au-delà de la droite, ils sont au-delà de la gauche. Vous le voyez, alors même si dans un premier temps, l'implantation de cette révolte des Gilets jaunes correspond peu ou prou au vote mariniste du second tour de l'élection présidentielle, et on peut penser que la colère des Gilets jaunes, la révolte des Gilets jaunes, est un peu le troisième tour de l'élection présidentielle, puisque Macron n'a pas été élu sur ses idées. Il faut regarder le score du premier tour, du point de vue des inscrits, c'est très très minoritaire. Il a été élu sur une arnaque politique, puisque le système qui soutenait celui qui était venu pour le sauver, parce que le système se sent menacé depuis très longtemps, se présentait comme le gars ni de droite ni de gauche, un gars nouveau prétendument, et à l'écoute du peuple, alors qu'on sait très bien que c'était un pur produit du système politico-financier médiatique qui l'a promu comme pour
pour pouvoir se perpétuer, pour pouvoir continuer. Donc c'est une forme, ça a une forme de troisième tour de l'élection présidentielle, si vous voulez, parce que cette élection présidentielle a été un véritable braquage électoral. D'ailleurs, Macron est un perceur de coffre-fort. Il est dans la toute-puissance. Pourquoi? Parce que depuis très jeune, depuis l'âge de 14 ans, si vous voulez, rien n'a su lui résister. C'est ce qu'il pense. À commencer par sa professeure de français qui est devenue sa femme, la mère Macronelle, à qui il l'a volé à son mari, puis ensuite le pur produit de l'énarchie qui devient un gérant associé de la banque Rothschild, donc qui est dans la meilleure des sociétés, dans la toute-puissance. Ensuite, secrétaire général de l'Élysée, et si beaucoup ne connaissaient pas Macron, nous avons dénoncé Macron depuis longtemps, puisque, souvenez-vous, le secrétaire adjoint de l'Élysée en charge, c'est celui qui est en charge de la politique économique, sous Sarkozy, était Peyrolle, gérant associé de la banque Rothschild. Il a été remplacé aux mêmes fonctions et avec la même attribution, secrétaire général adjoint de l'Élysée chargé de la politique économique sous Hollande, par Macron. Donc vous voyez bien que les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, mènent toujours la même politique économique qui est celle de la banque Rothschild et des banques internationales, de l'oligarchie internationale, dont le plus beau fleuron, si j'ose dire, c'est Goldman Sachs. Donc Macron symbolise bien ce système qui est rejeté par les Français, alors qu'on nous l'a présenté dans une forme de campagne publicitaire comme un homme opposé au système. Et cette ambiguïté, cette incohérence, en politique, les incohérences se règlent toujours un jour ou l'autre, et bien cette incohérence est en train de se régler, aujourd'hui. Alors, la récupération politique, à part les syndicats d'intérêt que sont devenus les partis, que ça soit à la droite, si on peut qualifier ça à la droite, elle s'en défend, mais bon, pour plus de clarté, nous dirons à la droite, que ça soit Marine Le Pen et son Rassemblement National, ou à la gauche, les insoumis de Mélenchon, parce que les Gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est les marinistes, plus les mélenchonistes, plus les retraités qui ont été trahis se sont sentis trahis par la politique de Macron, puisque c'est eux qui ont voté en grande majorité pour Macron et qui ont été les premières victimes, parce qu'elles sont en première ligne, de la politique financiériste de Macron. Puis aussi, à noter, dans ces Gilets jaunes, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes aussi ne sont plus protégées par les familles. La famille en France a été détruite, atomisée par toutes ces lois successives, que ce soit les lois promouvant l'avortement, le divorce, la nouvelle forme légale que l'on voudrait donner à la famille, d'associations antinaturelles, que sont les mariages pour tous et la légalisation de l'accouplement non naturel, je dirais. Eh bien, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans notre société seules, avec des enfants ou pas, confrontées aux problèmes économiques, aux problèmes financiers. Donc de nombreuses femmes aujourd'hui sont en première ligne et font de la politique au quotidien, parce que pour savoir comment il faut boucler ses fins de mois, c'est de la politique. C'est de la politique. Et donc, en dehors de ces partis politiques qui sont des syndicats d'intérêt et qui sont totalement rejetés par les Français aujourd'hui rejettent les syndicats, rejettent les partis politiques qui ont trahi leurs aspirations. Et d'ailleurs, on le voit, c'est la faillite. Il n'y a plus de militants politiques.
il n'y a plus de militants syndicaux. Ce ne sont que des coquilles vides qui sont entretenues justement par le fruit du travail de ceux qui se révoltent aujourd'hui. C'est ça le paradoxe de la situation. Hein. Donc, de ces accumulations, de cette addition des misères qui ont donné les gilets jaunes, si vous voulez, bon, personne ne peut récupérer politiquement ce mouvement des gilets jaunes. Par contre, nous, en tant que nationalistes, nous avons, et c'est notre devoir, nous avons le devoir de dénoncer les causes qui ont conduit à une telle situation. C'est de la responsabilité des politiques. Alors, il y a un rejet des politiques aujourd'hui. Et quand vous discutez avec des gilets jaunes, ils vous disent qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique. En fait, ils parlent de politique politicienne. Ils dénoncent les politicards. Mais revêtir un gilet jaune aujourd'hui, bloquer une raffinerie, bloquer un rond-point, ou exprimer sa colère sur les Champs-Élysées ou partout en France, c'est faire de la politique, au contraire, pour essayer de faire changer les choses. Alors les gilets jaunes ne comprennent pas bien, ne savent pas bien, on le voit. On se demande quelles sont les issues. Il n'y a aucune proposition concrète qui émane de ces gilets jaunes. Et c'est d'ailleurs le danger de ce mouvement pour le pouvoir. Mais à nous, nationalistes, nous avons ce devoir d'expliquer que cette misère qui s'est installée, ce fossé qui s'est creusé entre le pays légal et le pays réel, il est la conséquence de 40 ans de politique mondialiste, de 40 ans de politique européiste. Et donc, pour trouver une solution au mal, pour recouvrer à la santé, il faut identifier la maladie. Quand vous avez un corps malade, le médecin, à partir de symptômes bien définis, et là les symptômes sont bien définis avec cette crise des gilets jaunes, eh bien le médecin et le politique doit être un médecin social. Eh bien, il doit identifier les causes du mal. Il faut identifier la tumeur qui dispense son poison au quotidien et qui attaque des cellules saines. Donc il faut tout à la fois, bien évidemment, attaquer les cellules malades, et vous voyez que je fais référence à un cancer, et notre société aujourd'hui est atteinte d'un cancer mortifère, qui peut avoir des conséquences mortelles. Eh bien il faut isoler la tumeur. Et la tumeur, c'est cela, c'est cette politique mondialiste, c'est la politique européiste qui a été menée depuis 40 ans. Donc vous savez, on ne peut pas me taxer, moi, Yvan Benedetti, en tant que nationaliste, de vouloir récupérer le mouvement. En 30 ans de militantisme, ça fait 30 ans que je me bats pour mon pays, 30 ans, j'ai vécu 2 ans de la politique. Quand j'étais avec Bruno Gollnisch au conseil régional Rhône-Alpes, 2 ans sur 30 ans. Et je suis vite parti parce que ce que j'y ai vu m'a dégoûté des partis politiques et du système politicard français. Quand je voyais toutes ces richesses qui permettaient à ces hommes élus de ronronner, de mener la belle vie, sans prendre conscience des douleurs et de la misère qui s'installait dans le pays, j'ai compris tout le décalage qui existait entre ces politicards, ces politiciens et le peuple français. Donc on ne va pas m'accuser, moi, de vouloir récupérer un mouvement des Gilets jaunes. Parce que si, en tant que responsable politique, j'ai ce devoir d'apporter les solutions, en tant qu'Yvan Benedetti, je me sens profondément Gilet jaune. Parce que tous les Français, j'ai cette difficulté de matériel, d'existence aujourd'hui, j'ai ces difficultés de boucler les fins de mois, de me demander comment je vais financer les études de mes enfants, comment je vais pouvoir payer le petit studio que j'ai pris à ma fille qui mène des études d'infirmière, ou de mon fils qui rentre dans le cursus universitaire. C'est pour ça que j'ai revêti un gilet jaune et que je me sens profondément je me sens profondément gilet jaune. Voilà.
Donc dans ces propositions que nous avons à faire, nous nationalistes, et nous qui sommes légitimes de faire ces propositions, parce que nous avons dénoncé depuis toutes ces dizaines d'années le mal qui rongeait la société française, et nous avons averti, souvent dans le vide, nous avons hurlé dans le vide que la politique qui était menée par ces gouvernements de droite comme de gauche nous menait à la catastrophe. Nous sommes légitimes aujourd'hui de dire et de parler et de faire des propositions pour sortir de cette crise profonde que constitue la révolte des Gilets jaunes. Et dans ces solutions et ces propositions qui sont les nôtres, c'est en premier lieu, et on ne peut pas faire autrement, c'est la démission de Macron. Nous demandons, nous exigeons avec tous les Gilets jaunes que Macron dégage, que Macron démissionne. On ne peut commencer que par ce premier point. Parce qu'il est justement le symbole arrogant de ce système, il est le résumé en quelque sorte de ce système qui a conduit par sa politique, par son mépris, à la révolte des Gilets jaunes et à la misère de notre peuple et à la grande violence qui existe dans cette société. La grande violence qui existe dans cette société. C'est le premier plan. Ensuite, nous demandons l'instauration d'un gouvernement de salut national avec toutes les bonnes volontés pour mener une politique, et c'est le troisième point, pour mener une politique en rupture totale avec la politique qui a été menée ces dernières années. On entend beaucoup porté par les médias complices des mélenchonistes, la demande d'un retour à l'ISF, mais c'est un non-sens absolu. Comment les Gilets jaunes, c'est une révolte contre la pression fiscale, et on prétend résoudre une révolte contre la pression fiscale par le retour à un impôt. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est une mesurette, en plus, qui n'a pas de sens, parce que pourquoi ceux qui ont gagné de l'argent par leur travail, par leur savoir-faire, par leur intelligence, devraient être raquettés deux fois, puisqu'ils ont déjà payé l'impôt sur ce qu'ils ont gagné. Pourquoi devraient-ils le payer deux fois? Pourquoi faudrait-il imposer les richesses du patrimoine? Le patrimoine, c'est la terre, c'est la maison familiale. Pourquoi réimposer là-dessus? Ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est de savoir, non pas combien d'argent a été gagné, mais comment il a été gagné. Est-ce qu'il a été gagné de manière malhonnête, comme on le considère, par ces prédateurs financiers qui spéculent, qui se sont enrichis sur la spéculation, ou est-ce qu'on s'est enrichi par le fruit de son travail, par une vie d'abnégation, de sacrifice et de travail? Ça n'a pas de c'est un non-sens absolu, ça n'a pas de sens, cette histoire de retour à l'ISF. C'est un faux problème, c'est un faux problème. Donc, nous avons des propositions politiques qui sont à l'opposé de la politique qui a été menée de ces 30 et 40 dernières années. C'est des propositions que nous avons résumées en 10 points, que je vous cite. Il faut rétablir la souveraineté monétaire et financière de la France en s'affranchissant de la tutelle de Bruxelles et des traités internationaux qui asservissent notre économie. Ce que je résume par très simplement, il faut rétablir le franc et sortir de l'Union européenne. C'est une priorité. Il faut devenir maître chez nous en matière fiscale, en matière économique, pour mener une politique de justice sociale pour notre communauté nationale et notre peuple. Donc c'est la priorité, du point de vue économique et financier, redevenir maître chez soi, rétablir le franc et sortir de l'Union européenne. Ça ne peut se faire, bien évidemment, qu'en dénonçant la dette. Parce que la grossière erreur qu'a commise Marine Le Pen, qui était sur des positions politiques en la matière qui étaient justes, c'est-à-dire le retour du franc, elle était inapplicable parce qu'elle acceptait
de rembourser la dette qui a été contractée non pas par le peuple français, mais qui a été contractée par des hommes, par une classe politique, par des hommes politiques de droite ou de gauche, qui ont servi les intérêts de la grande finance internationale. C'est-à-dire que l'euro a ruiné les Français et par la dette a enrichi les banquiers internationaux. Donc nous n'avons pas à assumer cette dette, il faut la récuser. Et ce n'est qu'en récusant totalement cette dette, et la France a quand même, par sa position politique internationale à l'ONU, par son rayonnement international, par le fait que c'est une puissance nucléaire, a les moyens d'annuler purement et simplement cette dette. Et il le faudra pour rétablir le franc, pour redevenir souverain en matière économique et financière. Il faut, c'est très important, détruire les structures qui constituent l'État profond. J'en ai parlé. L'État profond qui est un État énarchique. Et nous voulons, nous exigeons la dissolution de l'ENA, bien évidemment, de l'école supérieure du journalisme, où sont formatés les esprits, parce que pour devenir un bon journaliste, eh bien, il suffit de faire ses humanités, il suffit d'avoir une bonne culture générale, il suffit d'être à l'écoute, je parle de journalistes politiques, à l'écoute de notre peuple, et on n'a pas besoin de passer dans ces écoles de journalisme qui constituent une véritable matrice. Et il faut bien évidemment aussi dissoudre l'école supérieure de la magistrature, hein, qui impose un carcan idéologique, un carcan de pensée du politiquement correct aujourd'hui dans notre société. Et celui qui vous parle est bien placé pour dénoncer cette école nationale de la magistrature, puisque je fais l'objet de plus de 10 condamnations et de lourdes amendes financières, non pas parce que j'aurais volé le sac d'une grand-mère dans la rue, mais simplement avec d'autres pour ne pas penser correctement aujourd'hui. Donc c'est très important, il faut casser cet état profond qui permette le renouvellement des élites corrompues et complètement déconnectées des réalités de notre peuple. 3. Il faut réformer l'État en recentrant ses missions sur ses fonctions régaliennes. Sécurité, armée, justice, contrôle et maîtrise de la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'administrations tentaculaires et on a de moins en moins d'État. C'est aussi l'incohérence totale du système. C'est totalement saugrenu. On a une administration tentaculaire, oppressante, tyrannique, alors qu'il n'y a plus d'État. 4. Restaurer les services publics dans les provinces pour relancer l'activité économique dans les zones dévastées par la politique des métropoles, puisque toutes ces dernières années, c'est la politique du tout urbain, des mégapoles. Les individus sont coupés de toute forme de cadre, toute forme d'enracinement, et viennent grossir le flux des consommateurs. C'est le seul rôle que l'on attribue, dans les grandes villes qui sont des foyers de misère, des foyers de chômage, des foyers d'insécurité. Donc il faut un retour d'une politique de soutien de notre paysannerie que l'Union européenne a voulu anéantir, et puis rétablir l'État dans nos campagnes, dans nos provinces. Il faut réouvrir des maternités, réouvrir des écoles, il faut réouvrir des bureaux de poste, il faut installer l'Internet à haute vitesse partout dans nos territoires, parce qu'aujourd'hui c'est toujours la loi du profit maximum. Les marchands qui ont investi dans les télécommunications, bien évidemment, s'occupent en priorité des zones où
à forte condensation, à forte population. Les endroits comme la montagne en Corse, chez moi, ou en Lozère, ne les intéressent pas, puisqu'il y a moins de clients, si vous voulez. Alors que c'est très important, parce qu'aujourd'hui, quand on a besoin quand on veut travailler, on a besoin de l'Internet. Donc c'est très important. Bien évidemment, il faut revenir sur cette idée saugrenue de la limitation de vitesse à 80. Là, vous voyez bien que les politiques sont phagocytés par des petites minorités idéologiques. Hein, on a tout là-dedans. On a ce politique qui est phagocyté par la minorité écologiste. Hein, ce sont tous ces gens anciens maoïstes, anciens trotskistes qui sont reconvertis dans l'idéologie de l'écologie alors qu'ils ne connaissent rien de la nature, ils sont déconnectés de la nature. Tout cet écologisme, vous le trouvez dans les villes et sont défendus et promus par des gens qui ne connaissent rien, sont déconnectés de la nature. Et puis, il faut dénoncer cette idéologie, ce mensonge du réchauffement climatique qui serait dû uniquement à des conséquences de la pollution de l'homme. Tout au long de l'histoire, il y a eu des réchauffements et des refroidissements climatiques, des bouleversements climatiques, ne serait-ce que par la rayonnance le rayonnement du soleil, qui n'est pas stable. Hein, moi, à l'école, j'avais appris que les dinosaures disparu suite à un grand bouleversement climatique. Bon, donc, et dans ce 80 km/h, il y a aussi une société matérialiste où on a évacué la mort de la vie. La mort ne fait plus partie de la vie. Donc, pour qu'il n'y ait plus de morts causées par l'automobile, il faut supprimer l'automobile. Et puis quand on reprendra le vélo, qu'il y aura des accidents de bicyclette, parce qu'il arrive des accidents de bicyclette, hein, je pense, les derniers peut-être, mais bon, d'accidents de bicyclette qui causera 1 ou 2 morts, il faudra aussi interdire la bicyclette. Enfin, c'est un non-sens absolu, quoi. 5. Donc le 4, restaurer les services publics dans les provinces pour relancer l'activité économique dans les zones dévastées par la politique des métropoles. Ça rejoint le point 3 et ce que je disais. C'est ce que j'ai exposé maintenant. Le 5, supprimer les structures administratives coûteuses liées à la régionalisation et l'intercommunalité qui éloignent le peuple des centres d'action et de décision. Regardez les dernières élections régionales et les régions qui ont été constituées, qui sont en dehors de toute réalité historique, de toute réalité des traditions françaises, qui sont des grandes régions qui regroupent des provinces totalement différentes. Tout ça pour dissoudre le verrou national. Il faut bien l'entendre, donc il faut revenir à des structures institutionnelles qui soient plus près des Français, en s'appuyant, bien évidemment, comme la famille est la cellule de base de toute société, la commune est la cellule de base de tout corps intermédiaire, en revenant aux communes et en redonnant aux maires des attributions et des moyens financiers qui leur permettent de faire face aux problèmes de leurs concitoyens, puisqu'ils sont en première ligne. Alors qu'aujourd'hui, les maires sont totalement délaissés, ils sont méprisés. Aussi, regardez le nombre de démissions, le nombre de cris de désespoir dans ces représentants des communes qui n'ont rien à gagner financièrement et qui ont tout à perdre du point de vue personnel par les responsabilités qu'incombe à un chef de commune, à un maire aujourd'hui. 6. Il faut en finir avec la démocratie parlementaire qui favorise les médiocres et les opportunistes en instaurant une véritable démocratie organique, réservant l'élection aux seuls corps et structures intermédiaires proches de la population. Il faut cesser avec cette élection, ce système de démocratie élective, où l'homme politique n'est là que pour faire carrière
Et vous savez que pour aller à l'élection, et les prochaines élections, ce sont les élections européennes, on peut en parler si vous voulez, parce que les nationalistes vont présenter une liste aux élections européennes, mais pas une liste comme les autres, une liste qui sera un jour de colère comme les manifestations que nous connaissons tous les samedis à Paris et en France. Eh bien, cette démocratie élective a été volée par... c'est le vol des financiers. Les hommes politiques, pour se faire élire, ont besoin de beaucoup d'argent. Et qui permet de financer les élections? C'est l'oligarchie financière. Donc l'homme politique, une fois qu'il a été élu, il ne va pas servir la communauté nationale. Il ne va pas servir ceux qui l'ont élu directement. Non, il va servir les intérêts de ceux qui lui ont donné l'argent pour être élu. C'est pour ça que peu à peu, notre démocratie élective, la démocratie de leur république, a dérivé vers une oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir des banques, des puissants, des financiers. Il faut casser cela et revenir à une démocratie organique en accord avec la loi naturelle pour faire vivre et organiser les corps intermédiaires selon un principe simple, c'est-à-dire que dans la démocratie organique, eh bien, le corps intermédiaire supérieur n'a en charge que ce que le corps intermédiaire ne peut pas faire. Et ainsi de suite, dans une société structurée d'autorité, d'organisation des corps intermédiaires comme un corps humain qui s'organise avec les différents organes qui ont des fonctions complémentaires, mais géré par l'esprit, géré par la tête, eh bien l'État n'a qu'une fonction de gestion des organes, une gestion des corps intermédiaires. Nous voulons aussi mettre en place une politique nataliste pour lutter contre le vieillissement de la population avec la mise en place d'un salaire maternel et l'accès à la pleine propriété pour les familles à partir du 4e enfant, c'est-à-dire nous voulons le retour des familles qui protègent l'individu, des familles qui protègent la femme, parce qu'on parle beaucoup avec le féminisme envahissant aujourd'hui. On parle beaucoup de ces femmes qui sont maltraitées dans notre société, parce qu'on est dans une société non plus de civilisation, mais une société de barbares. Mais la femme n'est plus protégée parce qu'il n'existe plus de famille. C'est la famille qui protège la femme. En tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur, en tant qu'épouse. C'est toute cette structure naturelle forte qui est une structure de défense forte et qui a une fonction première dans toute société mais pérenne. Il faut rétablir la famille. Et à travers la famille, mener une politique de natalité. Parce que c'est le vide organisé, le vide démographique qui a été organisé, financé par ce système, à travers l'avortement, entre autres, qui est à la fois un crime moral, puisque c'est l'assassinat d'une personne en devenir, mais aussi une organisation politique de génocide de notre peuple, du génocide français, du génocide européen, du génocide blanc. Donc il faut remettre en place une politique de natalité, et pour cela, il faut qu'une famille puisse se loger et accéder à son bien à partir du 4e enfant. C'est le rôle de l'État. Nous voulons aussi, bien évidemment, mettre en place la préférence nationale, parce qu'on nous dit comment est-ce que vous pouvez résoudre le problème de l'immigration. Déjà, il faut couper les pompes aspirantes. Il faut mettre une politique de préférence nationale. Préférence nationale en réservant les aides sociales aux seuls Français, en supprimant toutes les aides octroyées aux étrangers. Et ils sont nombreux les aides, que ce soit l'AME. Dans aucun pays, vous voyez ce système d'AME, c'est-à-dire de santé proposé aux premiers étrangers qui arrivent en France. Le chômage, la retraite.
la retraite. Un travailleur étranger qui a sa carte, un travailleur étranger, un immigrant, un étranger qui a sa carte depuis 10 ans, une carte de séjour depuis 10 ans chez nous, accède à l'aide, à la retraite, alors qu'il n'a jamais travaillé en France. Il faut supprimer aussi l'allocation qui est systématique dès que vous avez déposé une demande d'asile. Et on sait très bien comment ça fonctionne. À peine le migrant est arrivé à poser le pied chez nous, il est encadré, il est aidé par des associations subversives qui ouvrent un dossier de demande d'asile. Et cette demande d'asile donne droit à de nombreuses aides. Alors que le français est obligé de travailler, de trimer dur pour avoir un minimum de ressources. Donc il faut appliquer la préférence nationale en toute chose. Il faut rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire en reprenant le contrôle des zones de non-droit, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait cela. Des quartiers de banlieue échappent totalement à l'autorité de l'État. On le voit bien dans toutes ces manifestations qui dégénèrent en fin de journée, puisque des bandes organisées ou pas descendent sur les villes et descendent à Paris. Et ceux qui ont participé aux manifestations des Gilets jaunes le voient, c'est net. En fin de journée, vous avez toutes les racailles qui descendent pour faire des courses avant Noël, sans même avoir déversé un franc. Donc il faut rétablir l'autorité de l'État dans les banlieues. C'est une simple volonté politique. Simple volonté politique. Parce que quand le système veut utiliser de la force, on voit très bien, il sait le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que contre le mouvement des Gilets jaunes, alors que la réponse aux premières manifestations, ce n'était pas d'entendre la colère et de recevoir des membres des Gilets jaunes, c'était de rencontrer la communauté LGBT ou d'aller inaugurer des statues à Tel Aviv, eh bien, le système, lui, a répondu par la force, par la provocation policière. Et c'est très simple à comprendre. C'est pour eux une question de survie. C'est-à-dire qu'en envoyant les forces de l'ordre contre les Français en colère, eh bien on crée un rapport de force, il y a des bavures, et les Français se déchaînent leur colère, comme les hommes politiques, le système politicien et médiatique n'est pas atteignable, et bien déchaînent leur colère contre les forces de l'ordre. Et pendant qu'il y a cette radicalisation, cette lutte civile entre les forces de l'ordre et les Français, eh bien le festin peut continuer. Le système peut perdurer. C'est pour ça que j'essaye, dans toutes ces manifestations, de parler aux forces de l'ordre, de leur expliquer que Castaner, qui est aujourd'hui leur chef, au ministère de l'Intérieur, a commencé sa carrière, quand il a quitté sa famille à Marseille, comme joueur de poker. C'est pas déshonorant d'être un joueur de poker, sauf que lui était accoquiné à la mafia marseillaise. Et qu'un de ses amis était un caïd de Marseillais qui a été abattu. Et c'est ce gars-là, aujourd'hui, qui prétend commander à des institutions, des belles institutions comme la gendarmerie qui a été créée sous Napoléon, ou de la police. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, est-ce que le gouvernement va nous proposer le retour de Benalla pour régler les problèmes de sécurité? Ou un gars sorti de nulle part, avec aucune connaissance en matière de sécurité, on le voit bien sur les vidéos quand il essaye d'interpeller deux gars, là, on ne sait même pas comment faire, il le fait par la simple violence, il n'a aucun savoir-faire sécurité, il n'est là que par l'effet du prince, ou de la princesse, a-t-on dit, de la mère Macronelle. Ça, c'est difficilement acceptable pour les forces de l'ordre. Le Benalla, il commandait des commandants de gendarmerie, il commandait au préfet. D'ailleurs, cette histoire, ça a été un règlement interne, un règlement de compte interne. Tout ce qui a alimenté le journal Le Monde et tout ce qui a alimenté cette affaire venait de l'intérieur parce que c'était proprement insupportable. Ce que je dis aussi aux forces de l'ordre, c'est est-ce que c'est normal? J'ai pas eu une semaine sans qu'il y ait un suicide chez eux. Et les derniers étaient quand même assez révélateurs, médiatiques. Cette jeune femme de la BAC qui s'est tirée une balle dans la tête.
parce qu'il y avait, entre autres, des poursuites contre elle, hein, de son autorité, parce qu'elle avait un peu trop rué dans les brancards. Et ce gendarme de Matignon qui s'est suicidé à Matignon, qui était chargé du contrôle des caméras, voilà, à Matignon. Et je leur dis, ce force de l'ordre, est-ce que c'est normal que l'un d'entre vous se suicide chaque jour, chaque semaine? Ça dénote vraiment d'un malaise. Donc quand vous expliquez tout cela aux forces de l'ordre, ils sont réceptifs, croyez-moi. Je le vis dans toutes ces manifestations. Ils sont très, très réceptifs, parce que moi je vais vers eux, je n'ai aucun matériel de manifestation. Je suis dans les manifestations, je suis un homme public, sans masque, sans lunettes, sans protection particulière. Et pourtant ils baissent le regard, parce qu'ils sont honteux quand vous leur dites ça. Ils sont honteux. Alors on me dit, tu essayes de faire peur aux forces de l'ordre. Ils ne peuvent pas avoir peur de moi, qui suis totalement désarmé, alors qu'ils sont de véritables Robocop, hein, avec tout le matériel nécessaire au maintien de l'ordre. En fait, ce dont ils ont peur, c'est non pas de nous, mais de l'idéal qui nous anime, du discours que l'on tient. C'est de cela qu'ils ont peur. Et le pouvoir a bien compris cela. C'est qu'il a besoin de la violence des forces de l'ordre, des forces de l'ordre contre le peuple, et de la violence du peuple contre les forces de l'ordre pour continuer à régner. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est à nous de démonter ce mécanisme perverse de la violence. Enfin, et c'est très important bien évidemment, mettre fin à l'invasion migratoire qui menace l'identité culturelle de la France et organiser une politique de remigration avec les pays d'origine. Et bien évidemment, dans les mesures phares de cette politique que nous proposons à travers un gouvernement de salut national après la démission de Macron, eh bien, nous voulons sortir de Schengen et rétablir notre frontière. C'est indispensable. Parce que l'immigration est un crime. L'immigration est un crime humanitaire. On voit toutes ces souffrances, toutes ces misères de ces peuples qui sont déplacés et qui sont sous la coupe de véritables mafieux, de véritables passeurs. C'est un crime moral, l'immigration. C'est un crime sanitaire. On trouve aujourd'hui, on voit le retour de la gagne dans les écoles françaises. C'est un crime sanitaire. C'est un crime financier, parce que ça nous coûte. Et j'ai dénoncé toutes ces aides qui existent pour ces migrants. Et puis, par-dessus tout, parce que souvent quand on aborde le problème migratoire, de l'immigration, on parle de finances, de ce que ça coûte. Oui, ça coûte très cher, mais c'est un crime identitaire. Ça détruit ce que nous sommes collectivement, que ce soit en tant que race, en tant que spiritualité qui nous est propre, en tant que unité culturelle, unité sociologique, de patrimoine historique. C'est une destruction, c'est un crime contre l'identité, c'est un crime contre notre nation. Donc il faut stopper radicalement cette politique, rétablir les frontières, et je voudrais dire que rétablir les frontières, contrairement à ce que disent les mondialistes, contrairement à ce que disent les partisans de Jacques Attali ou de Soros, eh bien les frontières ne sont pas des murs, c'est simplement les portes et les fenêtres que nous avons tous fermées ce matin en partant de chez nous, et qui n'empêchent pas d'avoir des échanges, qui n'empêchent pas d'accueillir chez nous ceux qui viennent avec de bonnes intentions, d'accueillir notre famille, d'accueillir nos amis, d'accueillir des étrangers qui viennent avec de bonnes intentions, mais qui permettent de protéger la famille, protéger nos biens à ceux qui voudraient, à ceux qui ont des intentions beaucoup moins honorables. Les frontières, c'est cela. Donc, nous voulons le retour des frontières, c'est indispensable, indispensable, et nous organiserons une remigration, un retour des étrangers, même ceux qui ont été naturalisés avec un peu trop de facilité,
parce qu'aujourd'hui, la carte d'identité, c'est un peu comme la boisson que vous avez qui tombe d'un distributeur automatique. Nous reviendrons sur les nationalités qui ont été un peu trop distribuées avec aisance pour engager une politique de remigration pour retrouver une unité, une cohérence ethnique qui est la base de toute nation naturelle. Donc voilà, c'est le programme que nous avons, je vous le répète, la démission de Macron, l'instauration d'un gouvernement de salut national pour imposer une politique radicalement différente de la politique européiste qui a été menée ces 30, 40 dernières années, avec des propositions qui sont constructives, qui sont cohérentes, qui sont celles des nationalistes. Et pour conclure, je dirais à Macron qu'il nous a encouragés à traverser la rue, je lui dirais chiche, les gilets jaunes, les Français, traversons la rue, allons à l'Élysée.